Imaginez pouvoir prendre le contrôle d'un serveur qui se trouve à l'autre bout de la planète, tout ça depuis le confort de son canapé. C'est une vraie prouesse technique, c'est génial, mais ça cache aussi un risque énorme si ce n'est pas bien sécurisé. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire ça en toute tranquillité. Voilà, c'est la question fondamentale, parce qu'une toute petite erreur dans la configuration d'un accès à distance, ça peut exposer des données hypersensibles, ça peut même paralyser toute une organisation. L'enjeu, c'est donc de transformer cet accès en une véritable forteresse. Mais avant de plonger dans les solutions modernes, c'est important de comprendre d'où on vient. Pendant très longtemps, l'outil qu'on utilisait tous les jours était super pratique, mais il cachait une faille de sécurité, mais alors une faille gigantesque qui a mis en péril un nombre incalculable de systèmes. Allez, petit retour en arrière. On repart à l'aube d'Internet, à une époque, il faut le dire, où la sécurité n'était pas vraiment la priorité numéro 1. C'est dans ce contexte qu'est né Telnet, un outil qui a littéralement révolutionné la vie des administrateurs, en leur permettant pour la première fois de gérer des serveurs à distance. Le principe, en fait, est tout bête. L'écran de l'ordinateur local affiche tout ce qui se passe sur le serveur distant, et tout ce qui est tapé au clavier est envoyé directement à cette machine. Pour un admin, c'était un peu comme avoir un clavier et un écran de plusieurs kilomètres de long. Magique! Et là, on arrive au fameux secret dangereux. Une vulnérabilité tellement fondamentale, tellement au cœur même du protocole, qu'elle a rendu Telnet complètement obsolète pour presque toutes les utilisations sur des réseaux qui ne sont pas ultra sécurisés, comme Internet par exemple. Et voilà le problème en plein dans le mille. Texte clair, ces deux mots veulent tout dire, non chiffré. C'est l'équivalent numérique d'envoyer ses identifiants bancaires sur une simple carte postale. N'importe qui sur le trajet peut la lire sans aucun effort. Là, c'est limpide, non? L'image illustre parfaitement le problème. Un pirate n'a qu'à se mettre à écouter le réseau, ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu, et il peut intercepter absolument toutes les communications. Le nom d'utilisateur, le mot de passe, les commandes tapées, tout est lisible. C'est comme laisser la clé de sa maison sous le paillasson avec une pancarte « La clé est ici ». Bon, face à cette catastrophe de sécurité annoncée, il fallait réagir évidemment. Et c'est là que SSH ou Secure Shell entre en jeu. Il a été conçu dès le départ avec un seul et unique objectif en tête: corriger les failles béantes de Telnet et fournir un canal de communication totalement inviolable. Regardez ce tableau, c'est sans appel. Le fossé entre les deux est immense. Là où Telnet n'offre aucune protection, SSH chiffre toutes les données, il sécurise la façon de se connecter et il garantit même que les informations n'ont pas été modifiées pendant le transport. Bref, c'est le jour et la nuit. Ok, mais alors comment SSH fait-il pour construire ce tunnel ultra sécurisé? C'est quoi son secret? Eh bien, la réponse est une combinaison vraiment très astucieuse de différentes techniques de cryptographie. En fait, l'astuce de SSH, c'est qu'il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il ne se contente pas d'une seule méthode de chiffrement. Non, il en combine deux pour prendre le meilleur de chaque approche. C'est ce qu'on appelle le chiffrement hybride, et c'est là que réside toute son ingéniosité. Ok, alors pour faire simple, le chiffrement symétrique, c'est comme une serrure avec une seule et unique clé. C'est super rapide à ouvrir et fermer. Le seul problème, c'est comment donner une copie de cette clé à son interlocuteur de manière sécurisée. Si quelqu'un l'intercepte, c'est fini. De l'autre côté, on a le chiffrement asymétrique. Lui, il utilise deux clés. Une publique, qu'on peut voir comme un cadenas ouvert qu'on peut donner à tout le monde, et une clé privée qui est la seule capable d'ouvrir ce cadenas. C'est ultra sécurisé, mais c'est beaucoup plus lent à utiliser. Et voici l'astuce de génie de SSH. Au tout début de la connexion, pendant ce qu'on appelle la poignée de main, il utilise la méthode lente mais hyper sécurisée, la symétrique, juste le temps de se mettre d'accord sur une clé secrète temporaire. Une fois que cette clé a été partagée en toute sécurité, hop, toute la conversation bascule sur le chiffrement symétrique, qui est bien plus rapide et efficace pour le reste de la session. C'est vraiment le meilleur des deux mondes, la sécurité maximale pour l'échange de la clé et la vitesse pour la conversation. Bon, le tunnel de communication est maintenant sécurisé. Super. Mais il reste une étape cruciale. Il faut prouver son identité, montrer patte blanche. Et là aussi, SSH propose plusieurs méthodes avec des niveaux de sécurité qui n'ont rien à voir. L'authentification par mot de passe, c'est la porte d'entrée préférée des pirates. Ils adorent ça. Ils lancent des attaques dites par force brute, où des ordinateurs surpuissants essayent des millions de combinaisons de mots de passe à la seconde, jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne. L'authentification par clé publique, en revanche, c'est une forteresse. C'est comme avoir une clé physique unique, avec une forme incroyablement complexe, impossible à deviner ou à copier. Là, on va parler d'un truc que quasiment toute personne qui a déjà touché à SSH a vu au moins une fois. On essaye de se connecter à un nouveau serveur pour la toute première fois, et paf, un message d'avertissement un peu étrange apparaît. Ce message, on est d'accord, il a l'air un peu flippant. On se dit « Oups, qu'est-ce que j'ai encore cassé ?» Mais en fait, pas du tout. C'est même tout le contraire. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité absolument cruciale de SSH. Ce n'est pas une erreur.
Cette longue suite de chiffres et de lettres, c'est en fait l'empreinte digitale unique de la clé publique du serveur. C'est un peu sa carte d'identité. En l'acceptant la première fois, on dit à notre ordinateur « Ok, j'ai vérifié, je fais confiance à ce serveur, c'est bien le bon ». Et si un jour un pirate essaye de se faire passer pour ce serveur, l'empreinte ne correspondra plus et SSH bloquera immédiatement la connexion. C'est notre garde-fou le plus efficace. Utiliser SSH, c'est déjà un excellent réflexe. C'est la base. Mais on peut et on doit aller encore plus loin pour vraiment blinder la sécurité de son serveur. Voyons quelques pratiques qui sont juste essentielles. Chacune de ces lignes, c'est un mur de plus qu'on ajoute à notre forteresse. En désactivant l'authentification par mot de passe, on claque la porte au nez des attaques par force brute. C'est radical et hyper efficace. En interdisant la connexion en route, on oblige à passer par un utilisateur normal, ce qui ajoute une couche de protection et de traçabilité. Et changer le port par défaut, le fameux port 22, c'est un peu comme cacher sa porte d'entrée. La grande majorité des robots pirates qui scannent Internet en permanence, ils ne la trouveront tout simplement pas. Et tout ça nous amène à la question finale. En fait, toute cette histoire, ce passage de Telnet à SSH, ça nous apprend une chose fondamentale en informatique. La facilité d'utilisation ne doit jamais l'emporter sur la sécurité. En comprenant comment SSH fonctionne et surtout en appliquant ces bonnes pratiques, on s'assure que nos accès à distance sont de véritables forteresses et non des passoires.